Bonjour. Aujourd'hui, on poursuit sur la même lignée que ce qu'on voyait lors de la dernière vidéo. On parlait à la dernière vidéo de pellicule mince, qui était finalement une situation où on pouvait avoir des problèmes d'interférence causés par la réflexion, par des réflexions successives en fait sur différentes interfaces d'une pellicule. Donc si par exemple si j'avais une pellicule normale, j'allais avoir une onde incidente qui serait arrivé à mon interface et qui aurait été partiellement transmis et partiellement réfléchi. Ici, évidemment, là, je ne fais pas les ondes de façon très représentative, mais le principe était qu'on avait une onde réfléchie et je m'intéressais à comment est-ce que ces deux ondes-là étaient déphasées l'une par rapport à l'autre. J'allais calculer comme ça la différence de phase et j'allais avoir une différence de phase qui allait dépendre de la longueur d'onde incidente ainsi que de l'épaisseur de ma couche. Euh, Ainsi que son indice de réfraction, évidemment, là, tout dépendant de la situation. Mais ici, c'est les différents paramètres que je pouvais faire varier et tout dépendant des circonstances, j'allais avoir une interférence destructive ou une interférence constructive ici. On avait une situation où mes deux surfaces étaient parallèles, donc j'avais une épaisseur constante. Le problème qu'on va voir maintenant, c'est le problème du coin d'air. Je dirais 90% du temps, ça va être un coin vraiment avec de l'air à l'intérieur, mais le problème pourrait être très très facilement modifié pour mettre n'importe quoi à l'intérieur du coin ici. Et l'idée est la même. Euh, L'idée est que j'aurais une onde incidente ici, dont une partie traverserait le coin d'air, serait réfléchie et repartirait, alors qu'une autre partie va simplement être réfléchie ici. Et je m'intéresse spécifiquement à la différence de phase entre l'onde qui a fait le chemin supplémentaire à travers le coin d'air et l'onde qui a été simplement réfléchie ici. Donc, ce qui convient de réaliser ici, c'est tout d'abord que mes deux ondes ont parcouru, bien que la situation ait l'air plus complexe parce que j'ai plusieurs couches, puis j'ai une lame d'air au-dessus, une lame d'air en dessous et tout, la seule différence entre mes deux ondes, c'est la zone triangulaire ici, c'est le coin d'air. Le fait que j'ai du verre ici va simplement venir influencer est-ce que j'ai des réflexions dures et molles à chaque interface. Donc cette situation-là, je peux toujours la retracer comme étant simplement le coin d'air. On va avoir deux paramètres importants ici. L'épaisseur de l'ouverture ici et la longueur de la surface. On pourrait évidemment remplacer ça par la valeur de l'angle ici, mais pour la situation qui nous intéresse, on va le traiter avec D et L. Et on va s'intéresser plus spécifiquement à deux points qui correspondent à deux franges sombres. Donc on va dire ici, j'ai une frange sombre, et je vais m'intéresser à un autre endroit, par exemple ici. Je ne vais pas représenter toutes les ondes, je vais simplement faire le dessin des parcours ici. Donc ici, ma situation est pratiquement identique à l'exception du parcours dans le coin d'air. Parce que peu importe les réflexions que j'ai ici, si j'ai une réflexion dure avec une réflexion dure, une réflexion molle avec une réflexion dure, peu importe le type de réflexion, ça va être le même type que je vais avoir ici et ici. Donc la seule différence qui va compter, ultimement, ça va être la différence de parcours dans l'air. Si je retrace ma situation en bas, donc ici, la seule différence entre mes deux situations, c'est la distance parcourue supplémentaire qui correspond à ma variation d'épaisseur. À l'horizontale, je vais nommer ça D. Et c'est la distance entre deux franges sombres. On va appeler ça l'interfrange.
avec ces informations-là, maintenant, je peux déduire de là le fait que entre mes deux franges sombres, ces deux franges sombres successives, j'étais dans une interférence destructive, je retombe dans une interférence destructive. La différence de phase qu'on va avoir introduit doit correspondre à une longueur d'onde. Ça doit correspondre à un cycle complet. Je peux mettre ça maintenant en fonction de delta E. Comme mon onde voyage vers le bas puis vers le haut, elle va traverser la distance delta E 2 fois. Donc, ma différence de phase ici, ça va correspondre à 2 fois delta E. Et cette distance-là doit correspondre à ma longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la longueur d'onde dans le matériau de ma pellicule ici, dans le matériau qui est à l'intérieur de ce coin-là. Typiquement, c'est de l'air, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Ça ici, ce sera l'équation qu'on va vouloir retenir en gardant en tête le fait que delta E, c'est la variation d'épaisseur entre deux franges sombres. Et lambda P, c'est la longueur d'onde dans le coin. Donc, typiquement, on va avoir la longueur d'onde dans l'air, mais on pourrait l'avoir dans un autre matériau et vous connaissez déjà la relation. Là, on l'avait vu dans la section précédente. Si je veux lambda pour un matériau quelconque, ça va toujours correspondre à lambda 0 sur l'indice de réfraction. Donc, un petit exemple maintenant. C'est l'exemple qui vous est donné dans les notes de cours. Je voulais faire une petite démonstration de ça. Aussi pour vous donner quelques notes sur différentes façons de faire ce numéro-là. Donc, dans le numéro, ce qu'on nous donne, c'est un coin d'air encore une fois. Donc, j'ai mon coin. Évidemment, on grossit ça de façon importante. En réalité, on a toujours des très très petites épaisseurs. J'ai D ici. Elle, on nous dit que la longueur est de 20 cm et qu'on a 12 franges sombres par centimètre. Sachant ça, on nous demande de déterminer quelle est l'épaisseur D. Ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir venir déterminer la valeur de D, mais la seule chose qu'on connaît, c'est le nombre de franges sombres par centimètre. Il y a différentes façons de le faire. Dans votre cahier, ils le font en déterminant quelle est la valeur de l'interfrange D, qui va correspondre à 1 sur 12 franges par centimètre, parce que ce qu'on veut, c'est la distance entre deux franges, donc c'est l'inverse de ça ici. Il trouve, cette fois, je vais faire la conversion en mètres en même temps, là, il trouve 8,33 fois 10 à la moins 4 mètres, donc 0,8 mm environ. Et il détermine que, d'après la relation qu'on avait déjà, delta E doit être égal à lambda sur 2. Ah. Petite note, j'ai oublié de mentionner, là, il nous donnait également la valeur de la longueur d'onde. Il nous disait lorsqu'on éclaire avec une longueur d'onde de 550 nanomètres. Donc on avait la relation ici. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on disait, je sais qu'entre deux franges D, je dois avoir une variation d'épaisseur delta E. Et le triangle ici doit être, c'est un triangle rectangle, doit être semblable nécessairement au grand triangle. Donc on utilisait les triangles semblables en disant D sur L doit nécessairement être égal à delta E sur, ça ici c'est petite parenthèse, doit être égal à delta E sur D. On avait déjà déterminé D. Donc on pouvait aller chercher la valeur de D en disant c'est égal à, je vais remplacer le delta E parce qu'on connaît, lambda 0
sur 2 D fois L. Et donc, c'était 550 fois 10 à la moins 9 fois la longueur 20 cm, 20 fois 10 à la moins 2 mètres. On va faire une belle ligne droite. Divisé par 2 fois 8,33 fois 10 à la moins 4. Et ce qu'on trouvait, c'était égal à 6,6 fois 10 à la moins 5. Soit environ 66 micromètres. On va redessiner ça. Micromètres. Il y aurait une deuxième façon de déterminer la valeur de D, et ce serait de passer par tout simplement le nombre de franges qui ont changé. Donc, on sait déjà qu'on a 12 franges par centimètre. On va vouloir chercher combien de franges ont été... on note combien de franges dans la différence de longueur totale. Dans notre delta L, dans notre longueur ici, on a... Ici, on a 12 franges par centimètre. Combien est-ce qu'on a de franges dans 20 cm? Et on a 20 fois 12, soit 240 franges. Et chacune de ces franges-là correspond à une différence de phase. Si je passe d'une frange sombre à une autre frange sombre à une autre frange sombre, de telle sorte qu'à chaque fois, j'ai eu une différence d'épaisseur delta E. Donc, pour chacune de ces franges-là, je vais avoir une différence d'épaisseur delta E. Donc, ma différence d'épaisseur totale, qui correspond finalement à la valeur de D, va être égale à 240 fois delta E, ou encore 240 fois, je reviens utiliser ce qu'on avait vu ici, 240 fois lambda sur 2. Et je trouve 240 fois 550 fois 10 à la moins 9 sur 2. 66 micromètres ou encore 6,6 fois 10 à la moins 5 mètres. Moins 5 mètres. Donc les deux méthodes reviennent parfaitement au même. L'idée étant, c'est une façon différente de le percevoir. Ici, on utilise vraiment la géométrie et des angles semblables. Personnellement, j'aime mieux le voir comme étant une succession de franges et me rappeler qu'à chaque frange, j'ai une différence de phase supplémentaire qui est introduite. J'ai une épaisseur delta E à chaque fois. Mais vous utilisez évidemment la méthode qui vous plaît lorsque vient le temps de résoudre les problèmes dans les exercices. Le deuxième problème de pellicule mince d'épaisseur variable qu'on va voir, c'est l'exemple des anneaux de Newton. J'ai tout simplement une lentille semi-convexe ici, donc un côté plan, un côté convexe, qu'on a déposé sur une surface de verre. Et vous remarquerez ici que ça nous crée un coin d'air, mais d'épaisseur variable ici. Et l'épaisseur en plus ne varie pas de façon constante. Si je regarde le côté que j'ai ici, l'épaisseur va devenir de plus en plus, va grandir de plus en plus rapidement. Donc ici, on va avoir besoin de déterminer quelle est l'épaisseur de mon coin en fonction de sa position. Et on va noter sa position ici par rapport au centre. Je vais regarder par rapport à mon axe central. Et je vais noter la position par la variable R.
Ici, ce qu'on a noté, quand on regarde qu'est-ce qui arrive avec les anneaux de Newton, on va observer que, vu d'en haut, ici, j'aurai un premier cercle sombre, suivi d'un anneau clair, suivi d'un autre anneau sombre, suivi d'un autre anneau clair. Et la particularité, c'est que mes anneaux vont devenir de plus en plus minces et de plus en plus près les uns des autres. Si vous voulez avoir une meilleure figure, là, vous pouvez regarder. Si vous voulez un exemple un petit peu plus clair, là, dans le Benson, il y en a un. Et on va voir ici que l'épaisseur, la distance entre mes franges claires successives va devenir de plus en plus petit jusqu'à éventuellement être indistinguable. Mais au centre, j'ai toujours une frange sombre. Et Newton avait travaillé sur ce problème-là et avait essayé de faire disparaître cette frange-là, par exemple en limant ou en venant polir davantage le centre, mais peu importe ce qu'il faisait, il trouvait toujours une frange sombre au centre. Et la raison pour ça est simple, c'est que si j'ai un anneau de verre déposé sur une plaque de verre et que je l'éclaire, ce que je vais avoir, c'est toujours, évidemment, il y a un point de contact ici, qu'on peut considérer qui est infiniment petit, et tout de suite après, j'ai une différence de marche qui est à peu près nulle. Et j'ai une différence de phase totale qui va donc être ma différence de phase due au déplacement, à ma différence de marche, plus ma différence de phase due à la réflexion. Et il se trouve qu'ici, si j'ai un coin d'air, je vais toujours avoir une réflexion, ici, qui est une réflexion dure. Et en haut, si j'ai le même type de verre, je vais toujours avoir une réflexion molle. Donc ici, je me retrouvais toujours dans une situation où j'allais avoir, près du centre, un déphasage total qui était égal à pi. Un déphasage total égal à pi, ça me donne nécessairement une interférence destructive. Maintenant, regardons comment est-ce qu'on peut décrire les positions des différents anneaux clairs ou sombres et donc les situations d'interférence parfaitement constructives ou parfaitement destructives. La première chose qu'on a besoin de faire, c'est de se donner une idée de la géométrie du problème et d'être capable de déterminer quelle est l'épaisseur de mon coin à un endroit particulier. L'épaisseur de mon coin de verre à une position R donnée. Donc ici, je me suis mis la position R à cet endroit-ci. Je vais venir me mettre une autre couleur pour bien le voir. C'est-à-dire qu'ici, j'aurai mon épaisseur E. Et là, je vais vouloir le relier à la situation physique que j'ai. Il se trouve que j'ai une lentille sphérique. Donc, je vais avoir une lentille de rayon ici R. Et le rayon R est le même ici et ici. Par contre, ici, moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'épaisseur. Donc, je vais avoir mon épaisseur qui est ici. Et je vais avoir mon rayon total. Et ici, je peux me faire un beau petit triangle et dire j'ai de la situation que mon rayon moins l'épaisseur, donc ça c'est le côté ici, rayon moins épaisseur, au carré, plus mon petit rayon, ici la distance par rapport au centre que j'observe sur cette figure-là quand je regarde vue d'en haut, c'est R, doit être égal grand rayon au carré. On va prendre ça, on va se le mettre de côté parce qu'on va avoir besoin de développer ce terme-là. Rayon au carré moins E au carré, ça c'est un binôme, un carré parfait, on peut le développer facilement. Donc je vais avoir R au carré moins 2 fois le rayon fois E moins
E au carré, plus ici j'avais oublié un petit carré, plus R au carré, est égal à R au carré. Donc ça ici on l'avait déterminé simplement avec Pythagore. Et dans cette équation-là, ce que je voulais isoler, c'est E, mais là, je suis un petit peu coincé. J'ai des E carrés. Je ne vais pas me casser la tête, par contre, parce que je sais que E est petit. C'est vraiment une très petite épaisseur. C'est une pellicule mince. Là, par rapport à toutes les autres distances, E devrait être très faible. Mais si E est petit, ça veut dire que E au carré va être très petit. Si bien qu'on va pouvoir le négliger. En plus de ça, je vais avoir des termes qui vont s'éliminer entre eux. Donc, je vais avoir des termes qui vont pouvoir s'éliminer 2 à 2, notamment R carré va s'éliminer ici avec R carré. Mon E carré, j'ai dit que je pouvais le laisser de côté. Je vais donc arriver au résultat que mon épaisseur, je vais avoir 2 fois R fois E qui va être égal à mon petit rayon carré. Et donc, si j'isole ma variable E ici, je vais pouvoir venir remplacer et trouver ma formule pour l'épaisseur, qui va simplement être R carré sur 2. Avec ça sous la main, on peut facilement poursuivre le problème. On va chercher pour commencer les situations où j'ai mes interférences constructives. On a interférence constructive si la variation de phase, la différence de phase totale est égale à la différence de phase due à la différence de marche plus la différence de phase due à mes réflexions. Si tout ça, c'est égal à un multiple de 2π. Ici, ma différence de phase causée par ma différence de marche, c'est toujours égal à la différence de marche sur lambda fois 2π. Et ici, pour la situation qui m'intéresse, j'ai une réflexion molle et une réflexion dure. Je vais toujours avoir une différence de phase due à mes réflexions qui correspond à π. On va poursuivre ici. Maintenant, je peux remplacer ma différence de marche parce qu'on connaît. On sait que ma différence de marche, c'est toujours égal à 2 fois l'épaisseur pour mes pellicules minces. Donc, je vais venir remplacer ici. Je vais avoir m fois 2π. Donc ici, on pourrait déjà déterminer quelles sont les épaisseurs pour lesquelles on a une interférence constructive ou destructive. Dans la majorité des cas, par contre, on va s'intéresser plutôt à la position. Donc on pourra remplacer ici par la formule qu'on a déjà. Et on arrive donc au rayon qui est égal à m moins 1/2 fois r fois lambda. Tout ça dans une racine. Et on trouve donc bel et bien que pour des m successifs, le rayon va varier, va toujours augmenter pour une valeur de m qui augmente, mais va augmenter de moins en moins rapidement, si bien que les cercles vont devenir de plus en plus près les uns des autres.